Son rêve de faire du parachute se transforma en entrée dans un des corps d'armée les plus impitoyables, les parachutistes de Carcassonne, dont le slogan est « Être et durer ». Nous nous séparâmes pendant 3 mois. J'étais désespérée et avais envie de mourir. Nous renouions via téléphone et courrier. Puis, quand nous nous retrouvâmes, je reçus un choc. Je ne le reconnaissais pas dans son uniforme et crâne rasé. Mais l'amour était plus fort que tout. Je fis ma valise et nous cherchâmes un logement à Carcassonne. Je cherchais du travail, car la solde était petite. En effet, il ne faisait que ses classes. Je m'engageais à faire du porte-à-porte pour vendre des encyclopédies. Cela ne marchait pas. Nous mangions, moi et mon amie Élise, venant aussi du nord-est rejoindre également son amoureux et voisine de palier. Donc nous mangions des tartines de confiture et du café au lait, tandis que nos amoureux mangeaient de vrais repas à la caserne. Le samedi soir, c'était la beuverie, pour oublier les dures conditions de vie à la caserne. Et ensuite, c'était les clowneries dans les rues. Cette vie ne me satisfaisait pas, d'autant plus que je faisais un travail qui incitait les mauvaises rencontres. Et j'étais dégoûtée, un jour d'avoir vendu une encyclopédie à des gens qui étaient visiblement sous le seuil de pauvreté. Cette méthode de vente qui manipulait les gens me donnait envie de vomir. Je démissionnais, suite à une soirée où l'on m'incita à boire jusqu'à en être malade. Ce client avait un arsenal chez lui. C'est là vraiment que je réalisais la folie des hommes autour de la haine et la violence. Tant que l'on voit ces choses à la télé, on ne comprend pas. Mais en voyant cela en vrai, c'est autre chose. Heureusement, mon chef était présent, qui d'ailleurs lui aussi avait comme ami sa bouteille, comme beaucoup de commerciaux itinérants. Car je ne sais pas ce qui me serait arrivé ce soir-là, si j'avais été seule dans l'état où j'étais, et avec ces gens-là. Pour combler notre vide, Élise et moi, nous allâmes chercher des chiens à la SPA. Hélas, le sien mourut très vite. Il était malade et je l'avais mis en garde. Le mien, c'était Ulysse, qui se sauva déjà le lendemain de son adoption. Mais il réapparut le jour suivant, certifiant qu'il avait la fugue dans le sang, mais il m'avait lui aussi adopté. Un autre soldat voulait casser la figure à Cédric. Il était révolté par son attitude vis-à-vis de moi. Celui-ci gardait l'argent pour se droguer, pendant que je n'avais rien à manger. Ce soldat profita pour me draguer dès qu'il sut que c'était fini avec Cédric. C'est super l'esprit de camaraderie à l'armée, n'est-ce pas? Je déprimais, et Cédric était décidé de quitter l'armée en simulant une tentative de suicide. Il ne voyait sûrement pas l'avenir avec moi. Je n'ai en fait jamais su ce qu'il pensait, car c'est un ami de certain âge rencontré à Carcassonne, David, à qui il transmit la mission de me dire qu'il voulait me quitter. J'appris plus tard que David, cet indécrottable athée, finit par devenir chrétien. Je repartais chez mes parents désespérée, mais avec mon nouveau compagnon Ulysse. 1 mois plus tard, je l'abandonnai à mes parents. Je ne pouvais oublier Cédric. Ma mère me réclama mon carnet de chèques. Elle pensait que cela me retiendrait. Je retournai à Carcassonne accompagné d'un nouvel ami. Celui-ci était amoureux de moi, mais moi, j'avais Cédric dans la peau. Élise me dit qu'il fallait que je parte le plus vite possible. Cédric avait disparu en laissant l'appartement dans un état lamentable, sans payer ni loyer ni électricité. Nous allâmes dans une communauté au-dessus de Apt. C'était un petit village abandonné suite à l'exode rural. La collectivité retapait les maisons les unes après les autres. Ils se disaient chrétiens et vivaient pour presque en autarcie. Travaux, jardins, animaux et fabrication du pain occupaient les journées. Quand tu arrivais, tu donnais tout ce que tu possédais. Il y avait des vagabonds, une prostituée repentie, devenue lesbienne, un homosexuel très gentil.
Il y avait une réunion obligatoire tôt le matin, c'était très strict, limite sectaire. J'y ai senti plus de jugement que d'amour. Mon ami était parti, je fus odieuse avec lui en le rejetant. Un jour arriva une fille déjantée qui se faisait appeler Shiva. Elle était très bizarre. Et un soir, un tableau tomba tout seul du mur de sa chambre. Et cela me perturba. Les personnes de la communauté disaient qu'elle faisait de l'occultisme. Ils avaient envie de la mettre dehors. Ils ne pouvaient pas, car ils avaient comme principe d'accueillir tout le monde qui se présentait. Je me sentais bien, avec le contact de la nature et l'idée de vivre ainsi. Mais cette fille me mettait très mal à l'aise. Ce fut ma première expérience avec le monde surnaturel. Je reçus une lettre de ma mère en me disant que Muriel avait trouvé du travail pour moi. Je compris plus tard que c'était un piège pour me faire rentrer. Je décidai donc de partir et les responsables de la collectivité me dirent « Tu retournes dans cette société pourrie de consommation ?» Décidément, ils étaient trop à l'écart du monde, ce qui était paradoxal car ils ne vivaient pas qu'en autarcie, mais également profitaient de dons extérieurs. La seule personne qui m'accompagnait à la gare, c'était l'homosexuel. J'espère que Dieu a fait un miracle dans sa vie, car je sais que l'homme n'a pas une nature faite ainsi, et que s'il est sincère avec sa foi, Dieu peut le changer. Car cela peut vous choquer, ou non, c'est un péché et non un nid dans la Bible. Je donnerai comme référence 1 Corinthiens 6, 9. Ne vous y trompez pas, ni impudique, ni idolâtre, ni adultère, ni dépravé, ni gens de mœurs infâmes, n'hériteront du royaume de Dieu. Je peux vous rajouter 1 Timothée 1, 10, Romains 1, 18, 32. À vous de voir dans vos Bibles. Ce qui ne veut pas dire évidemment que le chrétien doit être homophobe. Bien au contraire, Jésus nous aime tous, car nous sommes tous des pécheurs, et il nous donne comme premier commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais il a haï le péché. Je retournai donc chez mes parents, qui m'envoyèrent 2 mois plus tard travailler chez une cousine dans un restaurant pendant la saison estivale. Je dormais chez ses parents dans le village d'à côté et allais travailler en vélo. Pendant la pause de l'après-midi, je me promenais et m'asseyais au bord d'un ruisseau. Je rêvassais, guérissais mon cœur. J'oubliais peu à peu Cédric. Un jour, je me disputais avec ma cousine et sur un coup de tête, je partis en stop. Je me confiai à mon chauffeur, mais celui-ci s'arrêta sur le bord du chemin et il se mit sur moi. Je me débattais et voulait me sauver. Il me donna un coup de poing sur le visage en me menaçant de me tuer. Il me déshabilla, mais eut un moment de panne technique ou de prise de conscience. Je profitais de cet instant pour m'enfuir, mais à la police, sans numéro de plaque, il ne pouvait rien faire. Pas de prise de plainte, pas de cellule de crise, pas de rencontre avec un psy, rien. Circule, rentre chez toi. De retour chez ma cousine, je lui fis promettre de ne rien dire à mes parents. Un nouveau traumatisme, mais bon, il faut continuer de vivre, n'est-ce pas? Comme si de rien n'était, il fallait pas que mes parents soient au courant. Ensuite, je fis les vendanges et rencontra un très beau garçon qui me réapprit la douceur. Je lui fis un cadeau et il me promit de le mettre avec les autres cadeaux de ses ex, comme un trophée. Mais bon, j'étais accro et nous nous promîmes de nous revoir. Il alla faire la cueillette des mandarines en Corse. Et l'hiver arrivait, quand je retournais à Paris, nous nous donnions rendez-vous à la bibliothèque de Beaubourg. Heureusement que l'on s'était donné rendez-vous au chaud, parce que je l'ai attendu des heures. Eh bien, je ne l'ai jamais revu. Lui, il avait eu son cadeau pour sa collection, et moi, mon petit cœur, encore une fois de plus, était meurtri. Fin du 5e chapitre.